Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui porte bien son nom. Donc nous continuons sur notre thème de la défense, précédemment débuté avec la vidéo sur Viktor Korchnoi, et dans cette vidéo-ci, vous allez assister à ce que beaucoup considèrent comme la plus brutale et brillante contre-attaque de tous les temps. Et le joueur à l'honneur aujourd'hui a pour nom Margielis Euwe et est, ou plutôt fut, néerlandais. Alors il faut savoir qu'on le connaît plutôt sous le prénom de Max, comme le joueur Savieli Tartakover, qu'on ne connut plus que d'après le prénom Xavier. Max Euwe donc est né le 20 mai 1901 aux Pays-Bas où il y mourut à Amsterdam en 1981. Et Max Euwe immortalisa son patronyme, vous vous en doutez, quand il devint le 5e champion du monde du jeu d'échecs de 1935 à 1937 en venant à bout du tenant du titre, Alexander Alekhine ou, si on préfère prononcer à la russe, Alexander Aljorkin. Alors, pour la petite histoire, Alekhine était alcoolique. Il paraît que juste avant une rencontre contre Euwe, on le retrouva ivre-mort dans un terrain vague et il fumait jusqu'à 5 paquets de cigarettes par jour, de quoi faire rougir Serge Gainsbourg. Or, Alekhine réussit à obtenir un match revanche 2 ans plus tard, en 1937, et ayant réussi à arrêter de fumer et de boire, il récupéra son titre haut la main. Il nous faut encore souligner que Max Euwe, auteur de la splendide partie que nous verrons une autre fois, surnommée la perle de Zandvoort, fut 12 fois champion d'échecs des Pays-Bas, qu'il fut élu président de la FIDE, Fédération internationale des échecs, de 1970 à 1978, et docteur et professeur de mathématiques à partir du début des années 1920. Et je voudrais terminer par une petite parenthèse qui me tient à cœur. Max Euwe s'inscrit plutôt dans la lignée de Paul Morphy, de Karl Schlechter ou encore de Boris Spassky, en ce sens que c'était quelqu'un à l'excellente réputation de sympathie et d'amabilité. Bien loin donc des Wilhelm Steinitz, Robert James Fischer, Viktor Korchnoi ou encore Garry Kasparov, qui réussirent tous l'exploit de déclencher des polémiques à peu près partout sur leur passage. Il me reste à vous souhaiter un excellent visionnage. Enjoy! Nous sommes le 31 août 1953 à la deuxième ronde du tournoi des candidats de Zurich et Max Euwe a les noirs. Alors il est opposé à un de mes joueurs préférés, le mythique et ventripotent bon vivant Yefim Geller, qui choisit de débuter par D4. Alors j'ouvre une rapide parenthèse pour souligner que le tournoi de Zurich 1953 est l'un des tournois les plus connus de l'histoire du jeu d'échecs, car le prétendant au titre suprême de 1951, David Bronstein, a publié un livre sur les parties jouées à l'occasion de ce tournoi, et le livre est devenu un best-seller. Voilà pour l'anecdote, et je referme la parenthèse. Euwe choisit de jouer cavalier F6, développant le cavalier sur sa case naturelle et venant contrôler E4 de telle manière que cette poussée blanche centrale est contrariée. Les blancs jouent C4, le grand coup dans cette position, on utilise un pion de l'aile pour venir contrôler la case blanche centrale D5, après quoi on pourra faire suivre par cavalier C3 qui viendra renforcer ce même contrôle sur D5. Les noirs jouent E6 avec cette même idée de contrôler D5, de telle sorte que la poussée D5 ultérieure sera réalisable. En même temps, on ouvre la voie à notre fou de case noire, après quoi, quand celui-ci aura bougé, les noirs pourront roquer. Ils auront donc un développement rapide et naturel. Et seulement quand le pion C a bougé, alors les blancs peuvent jouer cavalier C3, accroissant le contrôle de D5 comme je l'ai déjà mentionné. Et maintenant, les blancs contrôlent la case 4, ils s'apprêtent donc à pousser E4. C'est la raison pour laquelle le coup suivant des noirs est très logique, il joue fou B4, clouant de façon absolue le cavalier en C3, de telle manière que si E4 était maintenant joué, il y aurait tout simplement cavalier prend E4, et c'est ballot, le cavalier blanc ne peut récupérer son homologue noir, à cause du clouage, les blancs ont donc perdu un pion. Donc cette séquence de coups après fou B4 s'appelle la défense Nimzo-indienne et c'est l'une des ouvertures les plus populaires contre D4. Pour rappel, j'avais déjà traité de cette ouverture dans la partie Lilienthal Capablanca, donc je vous invite à regarder la vidéo si pas encore fait, mais pour ne léser personne, j'ai voulu réexpliquer les coups. Grand bien me fasse, je continue. Alors dans la partie E3, la variante Rubinstein a été jouée, mais pour rappel, dans la partie Lilienthal Capablanca, c'est le coup A3 qui avait été joué, posant immédiatement la question au fou de case noire des noirs. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'échanges? Est-ce que tu recules? Est-ce que tu t'en vas? Et cette variante, pour rappel, s'appelle la variante Semic. Mais dans la partie, c'est donc E3 qui a été joué.
Alors l'idée de E3 c'est quoi? C'est déjà de protéger le pion D4, ça ne mange pas de pain. Les blancs vont rechercher un développement rapide, en tout cas de leur aile roi par fou D3, suivi d'un cavalier en E2 qui sera un excellent relais à son copain en C3, de telle manière que si le fou, et c'est souvent le cas dans ces nimzo-indiennes, s'échange contre le cavalier C3, on pourra reprendre avec notre cavalier E2, et ainsi la structure de pion des blancs ne sera pas abîmée. Quant au plan de milieu de partie, on le verra un peu après. Ici, les noirs disposent de plusieurs options, ils ont joué C5, ma foi pourquoi pas, pareil que pour les blancs, on utilise un pion de l'aile, on vient taper le centre, après quoi le cavalier pourra sortir sur C6, sa case naturelle, pour appuyer cette attaque sur D4. Ici, les blancs ont joué A3, posant la question au fou de case noire des noirs, et après le coup fou prend C3, échec B prend C3, il est temps d'en dire un peu plus sur les plans respectifs des deux camps. Par fou prend C3, les noirs ont concédé la paire de fous. Par conséquent, et c'est logique, ils vont rechercher un jeu de type fermé, des positions fermées, où pourront se mouvoir avec agilité leurs deux cavaliers. Ayant affaibli la structure blanche, les noirs vont chercher du jeu contre le pion C4 faible. Par exemple, ils vont jouer B6 avec l'idée de mettre le fou en A6 qui viendra taper sur C4. Et en même temps, ils vont jouer le cavalier sur C6 en A5 et ce cavalier, aidé du fou, viendra lui aussi attaquer C4, défendu une seule fois par le fou de case blanche. Une autre idée moins commune pourrait être de jouer B6 pour développer le fou en fianchetto et venir contrarier la poussée du pion E4 ultérieure et venir prendre le contrôle de la grande diagonale blanche. On comprend donc que les noirs, s'ils arrivent à faire le siège du pion C4 et à le gagner, vont rechercher la victoire en finale, fort d'un pion de plus. Également, les cavaliers seront plus forts dans les positions fermées, nous l'avons dit, et dans les finales, puisque les cavaliers bondiront sans trop de problème et ils pourront venir attaquer le pion C3 également faible. Alors dans la partie B6 a été joué, fou D3 et fou B7, Euve décide finalement de placer le fou en fianchetto. Alors Yefim Geller joue maintenant F3 qui a le mérite de bloquer la diagonale et préparer E4 et on va maintenant en dire un peu plus sur le plan des blancs. Les blancs qui ont hérité de la paire de fous vont rechercher des positions ouvertes, puisque les fous, à contrario des cavaliers, sont des pièces qu'on appelle à longue portée. Les blancs vont rechercher une même mise au centre par E4, on l'a déjà dit, et ils vont développer leur cavalier sur E2, qui va ensuite venir sur G3 pour aider à contrôler E4, et en même temps le cavalier contrôlera F5, puisqu'une fois que E4 sera joué, les blancs vont également pousser F4 puis F5, ils vont roquer et essayer d'éventrer par là même le roi noir qui aura normalement roqué à l'aile roi, donc les deux joueurs vont faire petit roc, et donc, comme je viens de le dire, les blancs vont chercher à casser les remparts du roi noir à l'aile roi, et donc tout donner dans le milieu de jeu. Quant au fou de case noire des blancs, il viendra bien souvent sur G5, clouer le cavalier noir à la dame et aider par là même à l'attaque sur l'aile roi. Milieu de jeu, paire de fous, position ouverte et jeu au centre et à l'aile roi pour les blancs. Finale, paire de cavaliers, position fermée, jeu contre la structure blanche faible à l'aile dame pour les noirs. Vous l'avez compris, le gagnant sera celui qui aura réussi, contre vents et marées, à mener son plan à bien. Maintenant que j'ai détaillé les plans respectifs des deux camps, je vais accélérer les quelques coups suivants puisque vous allez voir que la plupart ont été mentionnés dans les précédentes explications. Donc cavalier C6, cavalier E2, les deux joueurs ont roqué, cavalier A5, E4, on prend le centre et maintenant les noirs ont joué cavalier E8, un coup malin. Alors l'idée, ou plutôt les idées derrière ce coup mystérieux, quelles sont-elles? Les noirs veulent d'abord laisser leur pion F libre d'avancer. On a vu en effet que les blancs visent un plan du type F4, F5 avec la volonté d'éventrer, d'enfoncer le petit roc des noirs. Or, si le pion F peut avancer et bloquer par exemple le pion F5 des blancs, ça pourrait être une bonne chose, ce qui permettrait de ralentir l'attaque blanche et donc de soulager le camp noir. En jouant cavalier E8, on se prémunit aussi contre le clouage fou G5, puisque maintenant en cas de fou G5, évidemment d'emprunt G5, les blancs perdent une pièce, c'est ballot. Enfin, la dernière idée du coup cavalier E8, plus subtile que les autres, serait éventuellement de rebondir via D6 et venir, conjointement avec le cavalier A5, attaquer le pion C4 faible des blancs. Même s'il sait qu'il s'apprête à traverser un orage, Max Euwe, avec sang-froid, n'en oublie pas ses propres contre-chances et se donne dès à présent les moyens de faire un jour pencher la balance en sa faveur, un peu à la manière de la précédente partie dans laquelle Korchnoi ne perd jamais de vue le roi adverse.
Les blancs continuent par cavalier G3, maintenant C prend D4, C prend D4, et on peut se demander, mais pourquoi Max Euwe a-t-il dédoublé les pions des blancs alors qu'il est censé les garder faibles et les attaquer? La réponse tient à son coup suivant qui est tour C8, on avait besoin d'échanger les pions pour placer la tour sur la colonne semi-ouverte C et attaquer une deuxième fois le pion C toujours faible. Et ici, Geller va jouer un sacrifice de pion intéressant. Il comprend que son pion C4 est plus ou moins voué à disparaître puisque c'est de toute façon le plan des noirs. Geller, qui est un très bon théoricien, comprend tout cela et il préfère continuer son attaque par F4. Et maintenant, c'est plus ou moins une partie de poker qui s'engage puisque Geller a payé pour voir et Max Euwe relève le gant, il relève le défi en jouant cavalier prend C4. Les contours de la partie sont maintenant bien dessinés. Max Euwe a un pion de plus, à charge pour lui d'en faire quelque chose, cependant que Geller ne doit pas s'endormir sur ses lauriers et percer aussi vite que possible. Je note non sans un certain intérêt que les noirs ont maintenant obtenu ce qu'on appelle une majorité de pions à l'aile dame 2 contre 1 et que le pion B se trouve un excellent candidat à une promotion ultérieure. La finale qui en résulterait serait gravement compromise pour les blancs, raison pour laquelle ces derniers n'ont pas le choix et doivent tout donner dans les prochains coups. Pour ce faire, ils vont continuer leur attaque, quoi d'autre? Ils vont jouer F5 et, comme on l'avait dit tout à l'heure, les noirs vont jouer F6 et ils vont bloquer le pion F, susceptible de venir en F6 et de casser le petit roc des blancs. Mais évidemment, le pion F pourrait prendre aussi le pion E6, c'est une idée comme une autre. Les blancs vont maintenant jouer ce que le grand maître Vladislav Tkatchev appelle la tour hyperloop, l'esthétique tour F4, avec l'idée de venir faire coulisser cette tour sur la colonne H, suivie d'une dame qui viendrait en H5 et attaquer ainsi le pion H7 non défendu des noirs. Mais Max Euwe, inconscient ou génial, les deux vont souvent de pair, s'en fiche comme de l'an 40 et il va jouer B5, consolidant son cavalier sur C4. Les blancs continuent par tour H4, les noirs développent leur dame sur B6, ça y est, ça devient chaud, la dame attaque le pion D4, non défendu et pour le moment cloué. Mais Geller lui aussi s'en fiche et la partie passe en mode badass puisque Geller se décide pour E5 avec l'idée de faire tout péter. Je précise que la tour H4 protège maintenant latéralement le pion D4, c'était quand même une des idées de E5. Mais l'idée principale de 5 reste bien évidemment qu'avec un pion de moins, Geller est dos au mur et doit rechercher son salut dans la mise à mort rapide du monarque adverse. Et la partie devient ultra épicée puisque le pion D4 est toujours cloué et rien n'empêche au cavalier C4 de prendre le pion E5, gagnant ainsi un second pion. Un second pion certes, mais la tension atteint maintenant son comble puisque F prend E6 est joué, continuant d'ouvrir des lignes en direction du roi noir. Et Euwe, plein de sang-froid, va réagir de la bonne manière en décidant de supprimer le puissant fou de case blanche des blancs. En même temps, il applique la bonne méthode puisque fort d'un pion de plus, il continue d'échanger du matériel, visant ainsi la finale. Alors ici, on pourrait être tenté par l'intermédiaire E prend D7, fourchette entre le cavalier et la tour, le cavalier reste sous bon contrôle, le problème c'est qu'il y aurait la petite pointe dame C6, attaquant le pion et menaçant de mat. C'est ballot. Un tacticien du gabarit de Geller ne tombe évidemment pas dans le piège et il récupère le cavalier sur D3, menaçant maintenant lui-même d'un mat sur H7. La case de fuite F7 pour le roi noir est prise par le pion E6, raison pour laquelle Max Euwe récupère ce pion immédiatement, mais après dame prend H7 échec, roi F7 seul coup, on a l'impression que l'édifice noir va s'écrouler d'un moment à l'autre après le coup fou H6 des blancs qui ramène un autre attaquant sur l'aile roi, le pion est cloué, on ne peut pas prendre le fou et on s'attend à ce que la dernière tour entre en jeu par tour F1, les noirs sont en grand danger. Pourtant, je n'ai pas oublié le thème de cette vidéo, la contre-attaque. Et c'est ici qu'arrive le moment critique, celui qui contribua à rendre cette partie célèbre et même la faire entrer dans la légende. Si vous le désirez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause afin de chercher le coup qu'il y a à trouver et trouver le coup qu'il y a à chercher. Pour ma part, la première fois que j'ai vu cette partie, j'ai cherché ce coup un moment sans succès. Alors bonne chance et à tout de suite. Et ce coup extraordinaire qui va détendre le ressort de toute la furieuse contre-attaque du Dr Euwe, c'est 22 tour H8. L'incroyable sacrifice d'une tour nette semblant sortir de nulle part. Alors dans la partie, dame prend H8 a été joué, Geller a donc accepté le sacrifice de la tour. Regardons donc d'abord les alternatives. Si dame prend G7, échec et mat, il y a cavalier prend G7, c'est ballot, en fait il n'y a pas échec et mat.
Si à la place la dame blanche s'en va, mettons sur D3, alors on peut commencer par dame D5 intermédiaire, j'attaque le pion G2, je menace de mat comme tout à l'heure, dame D2, après quoi tour prend H6, les noirs ont gagné une pièce, ils ramènent du monde en défense, les blancs perdent du matériel et des attaquants, c'est évidemment perdant pour eux dans toutes les variantes. C'est pourquoi les blancs n'ont pas vraiment le choix, après le coup tour H8 des noirs, ils se doivent d'accepter la tour, mais alors, me croirez-vous si je vous dis qu'en 4 coups à peine, les blancs abandonnent. Incroyable mais vrai. Mais pour le comprendre, il s'agit de nous demander, mais au fait, qu'a apporté le sacrifice de la tour en H8 ? Eh bien, on a vu que les blancs n'avaient pas vraiment le choix et se devaient d'accepter la tour. Et ce sacrifice est en fait ce qu'on appelle un sacrifice de déviation, puisqu'on a dévié la dame blanche de quelle case clé ? La case C2. Et pourquoi cette case est-elle si importante et nécessite que la dame blanche ne la contrôle plus? Tout simplement pour y installer notre tour. La tour est maintenant dangereusement placée sur la deuxième rangée, donc septième rangée. Deuxième rangée, vous connaissez la musique. Si ma chaîne s'appelle Seventh Rank, ce n'est pas pour rien. Voyant un retournement de situation se profiler, les blancs jouent tour C1, tentant de contrecarrer cette puissante tour C2, mais il n'en est rien puisque tour prend G2, échec, la tour ne peut être prise, le fou B7 veille au grain, et après roi F1, dame B3, superbe, la dame menace de venir en F3 avec des échecs au roi mortels. Les blancs ont encore tenté roi E1, mais après dame F3, Geller a décidé de jeter l'éponge. En effet, il va se faire mater d'ici quelques coups, aucune variante n'y pourra rien changer. Par exemple, tour F4, dame 3 échec, roi F1, tour G1, échec et mat. Ou encore tour F4, dame 3 échec, roi D1, dame D2, échec et mat. J'espère que vous avez apprécié cette partie très disputée, à la contre-attaque aussi mortelle que le retournement de situation fut inattendu. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci pour vos encouragements et pouces bleus qui font toujours aussi chaud au cœur. Échequistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!